Bien, bonjour. Je me suis astreint à traiter la question posée, c'est-à-dire celle de la militarisation dans la région. Je le fais à ma façon, et j'essaierai de vous donner quelques clés qui sont pour l'essentiel des clés politiques. Qui dit politique dit des choix, ce sont les miens. Donc vous jugerez. Dans la crise malienne, l'évolution de la position française est en elle-même significative des lourds problèmes de fond que cette crise révèle. En juillet, en septembre, jusqu'en octobre, les autorités françaises s'expriment de façon très volontariste en faveur d'une intervention militaire. Pour le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, il y a urgence à agir, dit-il le 3 octobre. Il ajoute le 16, une intervention militaire pourrait avoir lieu dans quelques semaines. Les autorités françaises disent ne pas vouloir de troupes au sol, même si l'on sait que des forces spéciales sont sur le terrain. Et apparemment, le dispositif aérien français aurait été renforcé ou modifié dans la région. Paris dit vouloir accompagner une intervention de la CEDEAO, apporter du matériel, un soutien logistique, etc. Officiellement, les autorités françaises affirment que c'est aux Africains et à la CEDEAO d'agir et que la France ne viendra qu'en soutien. Mais ce sont bien les autorités françaises qui sont à l'initiative, y compris au Conseil de sécurité, pour pousser à l'intervention militaire. Les propos tenus sont ceux de l'urgence et de la détermination. Le 24 octobre, pourtant, Jean-Yves Le Drian corrige très nettement le tir, si j'ose dire, presque une volte-face, et déclare « Pour l'instant, l'heure n'est pas à l'intervention, nous sommes, dit-il, dans la phase diplomatique ». Depuis, les informations et les commentaires d'origine diverses ne manquent pas, qui soulignent les obstacles et avancent un calendrier tout à fait différent. Une action sérieuse, c'est les termes choisis, n'aurait lieu qu'à l'automne prochain. On parle de septembre-octobre 2013. Et de multiples questions surgissent dans le débat. Logistique, commandement, contrôle du terrain, appui aérien, etc. Nous ne sommes pas prêts à nous engager dans une guerre, avoue le président mauritanien, qui n'est pas le seul, loin de là, à exprimer des craintes. Le secrétaire général de l'ONU réitère ses réticences et souligne qu'il s'agirait d'une opération de guerre ne rentrant pas dans l'esprit onusien. En parallèle, un cadre de dialogue se cherche, impliquant plusieurs États africains, dont le Burkina Faso notamment, mais aussi l'Algérie, comme vous savez, avec le MNLA en Sardine, etc. Il y a en vérité des approches très différentes. Des réserves, des oppositions s'expriment avec beaucoup plus d'insistance aujourd'hui. Cette situation traduit naturellement, pour l'ensemble des protagonistes, des conceptions et des intérêts différents. On comprend par exemple que l'Algérie ne veuille pas de guerre en son voisinage, et on se souvient d'ailleurs que les craintes légitimes et vérifiées qu'elle avait exprimées quant à une intervention militaire en Libye n'avaient pas été prises en compte. Cette complexité politique du dossier, cependant, n'est pas que conjoncturelle. Elle a des causes nettement plus fondamentales. J'aimerais insister là-dessus. L'effondrement de l'armée et même de l'État au Mali, en mars-avril 2012, a révélé et amplifié brutalement la vulnérabilité malienne et l'emprise de groupes djihadistes pour déboucher sur un chaos dangereux. Cette crise a fait du Mali un État quasi déliquescent, ce qui rappelle la fragilité de toute une région constituée de pays figurant parmi les plus démunis de la planète. On voit à quel point la pauvreté extrême et le sous-développement forment le terrain de la déstabilisation, de la déstructuration sociale. Au Mali, et singulièrement au nord du Mali, l'accès aléatoire à la ressource en eau, la vulnérabilité climatique, la précarité sociale, économique et notamment agricole, poussent à ce qu'on appelle des logiques ou des pratiques de survie qui, ajoutées à la carence de l'État, favorisent la criminalisation, la constitution de réseaux de corruption, de violence, de trafics divers. Une partie de la jeunesse sans perspective se laisse embrigader. La grande faiblesse des États du Sahel, la porosité des frontières, à quoi s'ajoute la présence depuis des années de groupes criminels étrangers ou de réseaux mafieux locaux, a favorisé le développement des trafics d'armes, de drogue, ainsi que l'exploitation des migrants jusqu'à la prise d'otages. On assiste à des formes de criminalisation dans l'économie, avec une intégration des activités liées au terrorisme, avec celle des trafics illicites. Le Sahel est qualifié de zone grise, ce qu'on appelle zone grise. Il y a en fait un véritable cumul des dérives criminelles et des obstacles réels au développement. Le Mali, par exemple,
avec une grande faiblesse financière et un enclavement géographique économiquement peu favorable, a du mal à développer l'exploration et l'exploitation des ressources pétrolières, ou de ressources pétrolières encore mal connues, et à trouver les coopérations internationales adaptées et nécessaires pour ça. Le sous-développement dans le contexte économique et stratégique actuel est aussi un cumul de problématiques négatives. Les richesses énergétiques et minières des pays du Sahel sont pourtant considérables, on en a cité quelques-unes, pétrole, gaz, or, diamant, uranium, phosphate, etc., j'en saute, au point de faire de cette immense région un espace de convoitise et de rivalité de puissance. Le Niger est le deuxième producteur mondial d'uranium, ressource exploitée par le groupe Areva, ce qui explique en grande partie l'intérêt stratégique des autorités françaises pour la région. Le Mali est le troisième producteur d'or en Afrique. Un mot là-dessus. Jusqu'en 1990, cette exploitation de l'or, une sinon la principale richesse minière du Mali, s'est effectuée sous la maîtrise de l'État. Le gouvernement a désengagé l'État et ouvert l'exploitation aurifère au privé, notamment étranger, avec une loi minière mise en place en 91 et 98 pour favoriser fiscalement les capitaux étrangers. À partir du début des années 2000, l'exploitation de l'or a fait un bond quantitatif spectaculaire. Cette exploitation est aujourd'hui le fait de grandes multinationales du Canada, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Afrique du Sud. Elle rapporte peu à l'économie du Mali et au peuple malien. Elle bénéficie majoritairement à ces grandes sociétés minières. Elle a en plus des conséquences environnementales négatives graves. Et je ne parle pas d'ailleurs de l'exploitation aurifère, des petites exploitations qui, selon Human Rights Watch, emploient des milliers et des milliers d'enfants dans ce travail-là. L'intérêt de groupes capitalistes étrangers, en particulier français, pour les potentialités minières et énergétiques du Sahel n'est pas nouveau. Ce qui l'est davantage, c'est la montée d'une rivalité stratégique avec l'affirmation d'une présence américaine et chinoise en particulier, et cela dans un contexte de crise structurelle profonde, de vulnérabilité institutionnelle et politique, de grande précarité économique et sociale. C'est dans ce contexte que se posent les problématiques sécuritaires. La sécurisation des approvisionnements en matières premières et ressources minérales, la maîtrise de l'enjeu énergétique sont au centre de grands intérêts occidentaux et autres. D'où l'installation d'une présence et d'une activité militaire des États-Unis dans l'ensemble des pays de la zone sahélienne, y compris au Mali et en Libye, en particulier depuis le début des années 2000. Développement de la coopération en matière de sécurité-défense, mission de formation de militaires, assistance à la sécurité de lieux stratégiques, renseignement, recherche de l'installation de bases militaires, notamment pour la surveillance aérienne et l'utilisation des drones. Cet investissement politico-militaire de Washington en Afrique se fait sur des budgets en progression à partir de ce qu'on a appelé, après le 11 septembre, vous le savez, la guerre globale contre le terrorisme et notamment donc la lutte contre les trafics d'armes, de drogue et l'activité des groupes terroristes. Cela ne se fait pas sans difficulté, puisque Washington n'a même pas pu obtenir qu'un État africain accueille l'AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique. L'implantation américaine en zone sahélienne a pourtant nettement progressé en s'inscrivant dans une vision stratégique et de sécurité globale, à côté de ou face à la présence traditionnelle française et à l'affirmation du rôle de la Chine sur le continent. Le discours sécuritaire occidental sur la thématique du terrorisme et de la criminalité organisée s'appuie ainsi sur des réalités du sous-développement pour, dans les faits, accompagner le développement de stratégies d'exploitation et de prédation économique très néo-impériales pour parler clair. Ce sont bien des intérêts, des zones d'influence qui sont en jeu. Mais les processus de militarisation traduisent la difficulté grandissante d'en assurer la maîtrise stratégique dans un contexte de crise régionale profonde, de grande précarité économique et de fragilité des États. La réponse militaire en devient elle-même problématique. Les pays de la CEDEAO n'en ont d'ailleurs guère les moyens, et celle-ci ne fait consensus ni sur le plan régional, ni même au Mali. Elle comporte, il est vrai, des risques énormes de déstabilisation, d'enlisement et d'une forme de ce que j'appellerais une somalisation.
L'engagement de moyens aériens et l'utilisation de drones pourraient provoquer des dommages collatéraux importants et favoriser, comme en Afghanistan, le rejet populaire d'une intervention vécue comme une guerre néocoloniale. Il faut aussi ne pas oublier le sort des otages, notamment français, dans un tel contexte. Mais la question des otages, au moins pour l'opinion publique et les familles concernées, reste une inconnue dans l'équation militaire périlleuse des autorités françaises. Tous ces risques bien réels ont eu raison du projet illusoire d'intervention militaire rapide, efficace et conclusive, apparu ou présenté dès le début de façon assez consternante comme la solution immédiate nécessaire. Une telle intervention s'avère beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. On sait en effet comment on commence une guerre, on ne sait jamais comment elle peut se terminer. Il faut d'ailleurs mesurer la signification de cet enchaînement désastreux qui a fait de la guerre de l'OTAN en Libye le facteur déclenchant de la crise au Mali, tout en ouvrant dans la région un vaste arsenal à ciel ouvert. Le Mali a été mis en cause dans la maîtrise de son territoire, dans sa continuité institutionnelle. On observe qu'au Mali, comme dans d'autres pays, comme dans les pays arabes d'ailleurs, les causes essentielles de la crise touchent au triple échec historique du développement, de la souveraineté et de la démocratie. Elle touche à l'essentiel qui constitue les missions régaliennes, la cohérence sociale et la viabilité d'un État. C'est une crise de l'État parce que la contradiction devient beaucoup trop forte, explosive entre d'une part le vécu, les réalités sociales, les attentes populaires, et d'autre part les politiques mises en œuvre par des États vulnérables et dépendants sous la contrainte d'institutions financières internationales, le FMI évidemment, et de puissances extérieures. La cause politique première de la déstabilisation dans ces différentes dimensions se trouve d'abord là. Il n'y a certainement pas de réponse sécuritaire et militaire qui puisse apporter une solution durable véritable. Les crises au Mali et en Libye, mais aussi les crises en Afghanistan, en Irak, en Somalie, montrent les limites et les impasses des politiques de force militarisées. Chacune de ces crises s'est traduite à des degrés divers par une déstabilisation régionale, une déstructuration politique et sociale, une exacerbation des contradictions et des problèmes posés, et même des échecs stratégiques des puissances occidentales. On voit bien que les logiques de guerre conduisent à des résultats désastreux. Les autorités françaises dans cette crise malienne ne pourront pas masquer les risques et les carences politiques liées à leur choix militaire en poussant à l'Europe de la défense, comme Jean-Yves Le Drian l'a fait à plusieurs reprises. Par exemple, dans le Figaro Magazine qui vient de sortir, il déclare « L'Union européenne, par la voix de Catherine Ashton, a présenté un concept de gestion de crise le 19 novembre dernier. Ce projet répond tant à l'urgence qu'à l'enjeu de la situation au Mali. C'est un pas historique que franchit l'Europe. En fait de pas historique, le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne du 19 novembre a décidé la mise en place d'une mission militaire s'inscrivant dans la politique de sécurité et de défense commune pour appuyer donc, comme il a été dit tout à l'heure, l'entraînement des forces armées maliennes. Ce projet est plutôt modeste. Il prévoit la mobilisation de 250 formateurs sous protection de 150 autres militaires pour l'entraînement durant 6 mois de 4 bataillons de 650 soldats maliens. Au cours de conseil... J'ai bientôt fini. Mais on m'avait dit 10 à 15 minutes, donc moi je vais remplir mon... Voilà, mais ne vous inquiétez pas. Au cours de ce Conseil affaires militaires de 19 novembre, le chef de la diplomatie allemande a souligné que c'est l'approche politique qui doit être mise au centre du dispositif et non les moyens militaires. On retrouve donc ici les contradictions entre États membres, leur rapport dépendant mais différencié à l'OTAN et aux États-Unis, dans une crise de la construction européenne qui atteint, je dirais, la crédibilité même du rôle de l'Union européenne. Et j'ai quasiment terminé, mais je finis sur ma dernière idée. On voit en effet à quel point l'effondrement malien et la crise sahélienne interrogent les politiques de l'Union européenne, notamment le partenariat euro-méditerranéen, mais aussi le partenariat Afrique-Caraïbes-Pacifique. Cette crise sanctionne l'échec de ces politiques européennes, incapables de répondre aux exigences du développement, surtout dans leur dérive néolibérale depuis le début des années 2000. La crise malienne
et sahélienne devrait donc permettre d'ouvrir un débat sur la construction européenne et son rapport au Sud, mais aussi plus généralement sur les conditions d'une véritable sécurité pour les peuples et pour les États, sur la vision du monde et des relations internationales qui devraient s'imposer aujourd'hui pour faire face à l'immensité des problèmes posés. Merci.